60 années de même alignement basculent en Gand. En une seule décision inattendue. Du jour au lendemain, un pivot que beaucoup croyaient immobile révèle l'écart entre les certitudes proclamées et les forces silencieuses qui travaillent le Sahel dans la durée. Que signifie pour les sociétés de la région un tel basculement, surtout lorsque la voix d'Ibrahim Traoré insiste sur le caractère artificiel de certaines frontières héritées? Dans ce moment suspendu, la carte des influences se décale, et un centre de gravité encore flou commence lentement à se dessiner ailleurs, loin des scénarios qui paraissaient figés. L'enjeu de cette analyse est de fournir une grille de lecture solide permettant de comprendre ce que le basculement tchadien révèle réellement sur les équilibres du Sahel. Le bénéfice attendu pour le lecteur est clair. Disposer d'un cadre explicatif cohérent, permettant d'anticiper les risques immédiats qui surgissent lorsqu'un pivot géopolitique cesse de jouer son rôle d'amortisseur stratégique. Ce déplacement d'orientation, présenté dans la source comme un glissement perceptible plutôt qu'un simple ajustement diplomatique, oblige à examiner les pressions locales, les attentes populaires et les perceptions de vulnérabilité qui s'entrecroisent désormais. Une question s'impose alors, et elle éclaire la suite. Si l'équilibre reposait sur un pivot unique, que se passe-t-il lorsque ce pivot se retire au moment même où un espace régional continu prend forme? Cette question conditionne tous les risques. Dilution des repères opérationnels, recomposition des alliances, redistribution des marges de manœuvre pour les acteurs internes comme pour les partenaires extérieurs. Le premier indice concret apparaît dès que la source souligne comment une décision unique, située au croisement de 60 ans d'alignement hérité, suffit à faire dévier la carte stratégique du Sahel. Cela montre que le glissement n'est pas progressif. Il est soudain, mesurable et immédiatement perceptible dans la manière dont les acteurs réévaluent leurs repères. Ce basculement intervient alors que le Tchad occupait une position centrale, reliée à 7 frontières imbriquées qui en faisaient un point d'appui pour la surveillance régionale, la coordination militaire et la projection logistique vers le Mali ou les zones pétrolières libyennes. Lorsque la décision de rejoindre l'AES surgit, elle ne se lit pas comme une simple réorientation, mais comme la fermeture d'un espace autrefois considéré ouvert. C'est ce changement d'échelle qui oblige à reconsidérer la structure même des équilibres régionaux. La source insiste à plusieurs reprises sur le fait que cette recomposition ne naît pas isolément. Elle se nourrit d'attentes accumulées, d'un climat de fatigue et d'un désir de redéfinition de la souveraineté que l'on retrouve dans les propos attribués à Ibrahim Traoré, rappelant que certaines frontières demeurent perçues comme artificielles. Dans cette perspective, la dynamique n'illustre pas seulement un réalignement stratégique, mais une mise à jour de la manière dont les États interprètent leur autonomie. Elle révèle également un décalage entre les discours officiels qui semblaient cimenter la stabilité et les dynamiques réelles, plus mouvantes et plus profondes, qui travaillent la région. Dès lors, la zone d'incertitude créée autour de N'Djamena ne se réduit pas à un vide diplomatique. Elle devient une brèche où se redéploient perception, rivalité et ambition locale. Les capitales extérieures y lisent une fragilisation de leurs points d'accès, tandis que plusieurs segments de population y voient un moment de recomposition possible. Ainsi, le contexte qui se dessine, c'est celle d'un Sahel où un avant, long, stable, hérité, cède la place à un après encore instable, mais porteur d'une cohérence territoriale nouvelle. Idriss devient le fil conducteur permettant de comprendre comment une recomposition géopolitique, souvent décrite comme abstraite, se matérialise dans la vie quotidienne. La source le situe près d'une base où décollaient chaque jour des appareils étrangers, un lieu censé incarner protection et présence stratégique. Pourtant, aucun aménagement durable n'apparaissait dans son quartier, créant un contraste persistant entre l'ampleur du dispositif militaire
et l'absence d'amélioration visible dans son environnement immédiat. Ce décalage révèle quelque chose d'essentiel. Un changement régional ne commence pas dans les sommets diplomatiques, mais dans la manière dont ceux qui vivent au contact de ces infrastructures perçoivent cette bruit, activité et rythme de l'espace. Pour rendre cette transition plus concrète, voici un court instant vécu par Idriss. Quand les derniers appareils qui quittent la zone, Idriss remarque une rupture sensorielle brutale. Un silence neuf remplace le vacarme quotidien. Le retrait ne lui apparaît pas comme une simple manœuvre logistique, mais comme un signe tangible qu'un cycle s'est refermé. Autour de lui, les conversations des marchés décrites dans la source montrent que cette réorientation stratégique résonne déjà dans les attentes sociales. Cette perception locale s'articule avec la dynamique régionale. L'annonce du rapprochement tchadien avec l'AES provoque des réactions populaires qui précèdent même la traduction institutionnelle complète. C'est dans cette atmosphère que les propos attribués à Ibrahim Traoré trouvent écho, rappelant que souveraineté et frontières ne sont pas uniquement des notions juridiques, mais des expériences vécues. Ainsi, Idriss n'est pas un simple témoin narratif. Il devient la preuve que les recompositions se lisent d'abord dans les signaux faibles, dans les ruptures de rythme et dans l'interprétation immédiate qu'en fait la population. Et l'idée clé, c'est que les transitions régionales commencent souvent dans le quotidien. C'est à ce moment précis que tout se déclenche. Le déclencheur survient lorsque le Tchad annonce son basculement vers l'alliance des États du Sahel. Le geste surprend, car il brise une continuité de plusieurs décennies où N'Djamena servait de passerelle entre dynamiques sahariennes et tensions subsahariennes. La source insiste. Cette décision ferme un espace autrefois considéré comme ouvert aux projections extérieures. Les capitales qui comptaient sur cet appui perdent un levier stratégique central. Cette fermeture agit comme une coupure nette, presque chirurgicale. La région ressent immédiatement le changement d'orientation. La tension atteint alors un niveau plus élevé. Dans les zones frontalières, l'effet est instantané. Les acteurs locaux réévaluent la solidité du nouvel ensemble formé par Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Ce bloc continu modifie la lecture régionale. Le territoire n'est plus fragmenté. Un couloir stratégique apparaît. La source décrit cette cohésion comme un choc géopolitique. Le récit montre alors la réaction extérieure, inquiétude accrue, perte d'accès, visibilité réduite. Des expressions fortes, perte d'yeux et d'oreilles, Paris en panique, traduisent la crainte d'un vide opérationnel. Le Pentagone, selon la vidéo, ajuste ses calculs. La disparition de l'appui tchadien crée une vulnérabilité nouvelle. Les dispositifs de surveillance se resserrent, mais le champ d'observation se rétrécit. Les partenaires extérieurs peinent à compenser cette perte rapide. La vidéo insiste sur l'incapacité, dans ce contexte mouvant, de maintenir une stratégie d'encerclement autour des dirigeants de la région. Ici, la mention d'Ibrahim Traoré sert d'ancrage. La recomposition dépasse les alliances, elle change aussi les référents politiques. Les trajectoires nationales sont désormais comparées à celles qui affirment la souveraineté comme principe moteur. Le point de crête apparaît alors comme un moment d'exposition maximale. Les perceptions externes se crispent. Les perceptions internes s'élargissent. Deux lignes narratives se croisent sans se rejoindre. Ensuite, les répliques se déploient en chaîne. Le basculement produit ensuite une série d'enchaînements. La relation historique entre ressources et partenariats extérieurs est relue. Les craintes de renégociation systématique se diffusent. Les États, soudain alignés territorialement, envisagent une coordination plus étroite. Cette cohésion reste instable. Elle n'est pas institutionnalisée, mais elle influence déjà la manière dont les décisions circulent. La source insiste sur le symbole du vide. Certains y voient un risque, d'autres y voient une opportunité.
Idriss observe le silence laissé par le départ des avions. Ce silence devient métaphore. La région entière se retrouve dans cet entre-deux. Pour d'autres acteurs, le vide représente une page blanche à réécrire. Les États extérieurs perdent un espace tampon. Les États sahéliens gagnent une marge de manœuvre. Les imaginaires stratégiques se réorganisent. La scène se ferme sur une recomposition en expansion. L'analyse quantitative de la source repose sur 3 repères, permettant de matérialiser le passage d'un état stable à une configuration nouvelle. Ces repères ne prétendent pas fournir une statistique exhaustive. Ils servent plutôt de balises qui ancrent la recomposition dans des dimensions concrètes. Le temps long, la centralité géographique et le volume territorial. Le mouvement repère de départ, puis l'écart observé apparaît alors comme un glissement visible entre un avant, structuré par des continuités héritées, et un après, encore instable mais déjà perceptible. Un premier repère ressort, la durée, avec 60 ans évoquée comme cycle d'alignement. La source évoque une durée de 60 ans, présentée comme un cycle prolongé d'alignement et d'extraction unilatérale. Cette durée sert de repère historique de départ, un cadre qui rappelle la profondeur du modèle précédent. 60 ans condensent un rapport asymétrique devenu durable et difficile à modifier. Le écart ne réside pas dans une rupture arithmétique, mais dans la remise en question d'une continuité suffisamment longue pour être perçue comme structurelle. Cette translation temporelle révèle que le basculement tchadien n'est pas une anomalie ponctuelle. Il marque la fin d'un cycle. Un deuxième repère tient à la centralité géographique avec 7 frontières. Le Tchad est décrit comme limitrophe de 7 pays ou zones frontalières imbriquées: Libye, Soudan, Centrafrique, Cameroun, Nigeria, Niger et corridor nord-sud. Cette valeur géographique agit comme un indicateur de centralité stratégique. Cette frontière signifie qu'un seul mouvement influence plusieurs corridors simultanément. Le écart tient au rôle pivot du Tchad. En modifiant son orientation, il reconfigure une partie du réseau régional. Cette densité frontalière transforme immédiatement la lecture sécuritaire et logistique de l'espace sahélien. Un troisième repère renvoie à l'échelle, avec un espace AES décrit comme plus vaste que l'Inde. La source compare la surface cumulée des États membres de l'AES élargie à un territoire plus vaste que l'Inde. Ce troisième repère agit comme un effet de volume plutôt qu'une statistique précise. Un bloc plus vaste qu'un État-continent modifie l'échelle stratégique perçue. Le écart volumétrique n'est pas matériellement mesuré. Il sert à indiquer un changement d'ordre, la formation d'un ensemble continu modifiant les marges de manœuvre régionales. Ces 3 repères, durée, frontière, échelle, se combinent pour produire une narration quantitative cohérente. Ils ne cherchent pas à prouver un phénomène par accumulation de données, mais à matérialiser 3 translations. Ces translations se lisent ainsi: un écart temporel, 60 ans remis en cause; un écart spatial, 7 frontières réinterprétées; un écart volumétrique, un ensemble continental émergent. L'un des éléments essentiels est la manière dont la source relie ces chiffres à une lecture politique de la souveraineté. La référence à Ibrahim Traoré, évoquant le caractère artificiel de certaines frontières, sert à articuler ces repères quantitatifs avec les perceptions populaires et les nouvelles trajectoires régionales. Il ne s'agit donc pas de données strictes, mais d'une structure de compréhension qui montre comment un repositionnement géopolitique prend corps à travers 3 indicateurs simples, réinterprétés dans un cadre stratégique en mutation. 2 thèses structurent l'essentiel du débat présenté dans la source, chacune reposant sur une logique propre et sur des arguments suffisamment solides pour mériter d'être formulés dans leur meilleure version. Le Stillman permet précisément cela: donner à chaque position sa pleine cohérence avant d'examiner les zones de tension qui les opposent. Une première lecture, défendue avec force,
considère que le basculement fragilise durablement les partenaires occidentaux. Selon cette lecture, la réorientation du Tchad représente une perte significative de capacité d'observation et d'intervention dans le Sahel. La source met en avant des expressions fortes. Perte d'yeux et d'oreilles. Paris, en panique, afin d'illustrer l'ampleur du vide opérationnel soudain. Comme le Tchad se situe à un carrefour de 7 frontières, sa bascule ferme un corridor stratégique qui permettait auparavant la surveillance de mouvements internes, l'anticipation des risques liés aux groupes armés et l'accès aux zones pétrolières libyennes. Dans la meilleure version de cette thèse, l'enjeu est clair. Un pivot géographique se retire, et avec lui, l'architecture d'un dispositif régional construit sur la longévité et la continuité. Une seconde lecture, tout aussi cohérente, voit dans ce basculement un rééquilibrage nécessaire. La seconde thèse avance que la recomposition actuelle est portée autant par les dirigeants que par des attentes populaires déjà présentes. Les réactions décrites dans la source, venues des rues, des marchés, montrent que le mouvement ne dépend pas uniquement d'une décision étatique, mais d'un désir accumulé de redéfinir la souveraineté. Le retrait d'appareils étrangers, perçu comme une page blanche, symbolise ici une marge d'autonomie retrouvée. Dans cette perspective, la formation du bloc continu Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad devient une étape logique, nourrie par des trajectoires régionales, dont celle d'Ibrahim Traoré, citée dans la source, sert de repère symbolique. Au cœur du désaccord, un point de tension demeure, la signification même du vide créé par ce repositionnement. Les deux thèses se heurtent sur un élément central, la signification du vide créé par le repositionnement tchadien. Pour les uns, ce vide amplifie la vulnérabilité régionale. Pour les autres, il ouvre un espace où les règles du jeu peuvent enfin être renégociées. La source montre que ce désaccord ne tient pas à des faits contradictoires, mais à des lectures différentes du même phénomène. La source présente ce point médian comme une bascule conceptuelle. Le retrait extérieur cesse d'être perçu comme une simple réorganisation logistique et devient une transformation idéologique qui redéfinit le cadre d'analyse du Sahel. À cet instant, le récit glisse d'une mécanique militaire vers une interrogation plus large sur les modèles politiques. En formation. L'espace laissé vacant n'est plus seulement un creux dans un dispositif, mais un champ où plusieurs visions concurrentes tentent de s'inscrire. La tension provient du caractère ambigu de ce vide. Vulnérabilité pour certains, opportunité rare pour d'autres. Cette dualité nourrit la polarisation du moment. La mention d'Ibrahim Traoré intervient ici comme point d'appui symbolique. Ses prises de position sur la souveraineté et sur le caractère artificiel de certaines frontières offrent un cadre d'interprétation pour comprendre ce basculement narratif. Dans ce midpoint, la cohésion annoncée entre les États membres de l'AES apparaît moins comme une démonstration de puissance que comme une lecture partagée de l'environnement stratégique. Le glissement devient alors limpide. Ce ne sont plus les moyens disponibles qui déterminent la dynamique, mais l'interprétation collective de ce vide. Les effets du basculement tchadien se manifestent sur 4 plans distincts que la source détaille avec précision. Chaque niveau révèle une facette propre d'une recomposition qui, bien qu'encore fluide, produit déjà des répercussions visibles. Du côté de l'État tchadien, un premier effet se dessine clairement. Selon la source, les autorités réévaluent simultanément leurs relations avec les partenaires extérieurs et leurs mécanismes internes de gouvernance. Ce double mouvement ne prend pas la forme d'une rupture immédiate, mais d'un recentrage progressif sur des priorités perçues comme plus favorables à l'autonomie décisionnelle. L'alignement territorial nouvellement formé agit comme un amplificateur. Plus la cohérence régionale augmente, plus l'État se sent légitimé à renégocier certains cadres anciens. Dans cette logique, les trajectoires régionales, notamment celles évoquant la souveraineté, associées à Ibrahim Traoré, jouent un rôle de miroir politique.
Elles nourrissent l'idée d'une recomposition qui ne repose pas uniquement sur un geste diplomatique, mais sur une dynamique partagée d'ajustement stratégique. Sur le plan économique, un autre effet apparaît, touchant les entreprises locales et étrangères. La source n'indique aucun chiffre, mais décrit un changement d'équilibre perceptible dans les secteurs pétroliers, aurifères et uranifères. Il n'est pas question d'un bouleversement immédiat. Il s'agit plutôt d'un glissement dans les rapports de force. Les entreprises étrangères comprennent qu'un cycle de renégociation devient plausible. Le cadre antérieur, perçu comme asymétrique, se voit reconsidéré. Cette recomposition suggère que les États membres de l'AES pourraient désormais synchroniser davantage leurs décisions économiques, obligeant les acteurs extérieurs à ajuster leurs pratiques. Du point de vue de la population, les perceptions et les symboles prennent une place centrale. Le portrait d'Idriss constitue la clé d'interprétation la plus sensible. Sa vie quotidienne, marquée par le bruit constant des appareils étrangers, puis par un silence soudain, symbolise le contraste entre un dispositif militaire massif et un manque persistant d'infrastructures locales. Ce silence, décrit comme neuf, devient une métaphore d'un espace en mutation. Pour une partie de la population, le rapprochement avec l'AES n'est pas qu'un choix diplomatique. C'est un signal d'attente populaire longtemps retenu. La transition est d'abord perceptive avant d'être institutionnelle. Atmosphère, rythme, usage de l'espace évoluent, annonçant un désir de recomposition plus large. À l'échelle régionale, la recomposition change immédiatement la lecture du Sahel. Le basculement du Tchad transforme immédiatement la lecture géopolitique du Sahel. Un bloc continu, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, apparaît, fermant un espace autrefois utilisé pour la projection extérieure. Pour les partenaires non régionaux, cette fermeture entraîne une réduction des marges d'intervention. Pour les États sahéliens, elle crée un corridor stratégique cohérent qui reconfigure la coopération sécuritaire et les perceptions de risque. Cette nouvelle continuité n'est pas encore stabilisée, mais elle suffit à redistribuer les positions des acteurs et à modifier les stratégies nationales. Ainsi, les quatre angles, étatiques, économiques, social et régional, s'entrelacent, révélant une recomposition qui dépasse les alliances pour toucher la manière même dont les sociétés du Sahel se projettent dans leur futur immédiat. La source ouvre 3 trajectoires possibles pour les prochains mois, non pas comme des prédictions fermes, mais comme des cadres analytiques permettant d'observer comment la recomposition pourrait évoluer selon les décisions prises et les interprétations régionales du basculement tchadien. Ces scénarios s'appuient sur les mêmes éléments de contexte: continuité territoriale nouvelle, repositionnement géopolitique et incertitude structurelle. Dans une première trajectoire possible, l'ajustement se fait de manière progressive. Dans ce scénario, l'AES élargie au Tchad consolide graduellement une position commune, sans rupture brutale. Les États privilégient une réévaluation méthodique de leurs relations avec les partenaires traditionnels, cherchant à corriger les mécanismes jugés déséquilibrés. La priorité reste la cohérence interne, coordination sécuritaire, gestion des frontières et clarification des engagements. L'incertitude persiste, mais elle ne dégénère pas. Le paysage régional avance par étapes lentes, mesurées, sans choc majeur. Dans une trajectoire plus favorable, la cohésion se renforce de façon plus nette. Le scénario optimiste exploite les signaux positifs décrits dans la source, notamment l'idée d'une page blanche perçue favorablement par certaines populations. Ici, les dirigeants capitalisent sur cet élan pour renforcer la coordination politique, diplomatique et sécuritaire. Les communications conjointes deviennent plus régulières. Les décisions parallèles augmentent. La dynamique régionale s'aligne progressivement, formant un bloc plus lisible et plus autonome. Cette cohésion ne signifie pas absence de tension, mais capacité accrue à absorber les chocs grâce à une lecture commune des priorités. Enfin, dans une trajectoire plus tendue, l'instabilité risque de s'amplifier. Ce scénario envisage que le vide créé par le repositionnement tchadien
soit exploité par des groupes armés ou par des acteurs extérieurs cherchant à tirer profit de la transition. Les zones sensibles deviennent plus volatiles. L'incertitude stratégique augmente. Les dispositifs sécuritaires se réorganisent plus lentement qu'espéré, créant des failles temporaires. Les États concernés peinent à stabiliser certaines frontières avant que de nouveaux équilibres émergent. Il ne s'agit pas d'un effondrement, mais d'une période heurtée marquée par des tensions récurrentes. Face à ces scénarios, la source invite à adopter une logique d'observation dynamique. L'évolution dépendra moins du volume des moyens disponibles que de la manière dont le vide sera interprété et structuré collectivement. La source souligne que la recomposition en cours ne résonne pas de la même manière. De la même manière pour tous les publics, selon le point d'entrée du lecteur, analytique, politique ou quotidien, le basculement tchadien vers l'AES produit des effets d'interprétation très différents. Comprendre ces variations de perception devient essentiel pour saisir pourquoi cet événement dépasse le cadre diplomatique, pour toucher des registres plus personnels et sensibles. Pour celles et ceux qui suivent la géopolitique, le vide décrit devient une ouverture analytique inédite. Cette catégorie lit le vide décrit dans la source comme une ouverture analytique inédite. Elle observe un moment où les priorités peuvent être redéfinies, où les alliances se reconfigurent et où les rapports de force deviennent plus fluides. Ce public s'intéresse aux signaux faibles, repositionnement déclaré, discours officiel, ajustement discret dans les zones frontalières. Pour eux, l'enjeu est de comprendre comment les dynamiques régionales se réarticulent dans un paysage en mouvement continu. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux trajectoires politiques des États voisins, certaines figures régionales deviennent des repères symboliques. La source montre que les références récurrentes à certaines figures régionales deviennent des points d'appui symboliques. Ces lecteurs cherchent à comparer les évolutions nationales, à identifier les liens qui se tissent à travers des histoires politiques parallèles. Ils interprètent la recomposition comme un moment où plusieurs États du Sahel tentent d'aligner leurs priorités, influencés autant par les attentes populaires que par leur propre trajectoire souveraine. Et pour celles et ceux qui vivent le quotidien des zones concernées, le récit d'Idriss rappelle que l'enjeu est d'abord tangible. Le récit d'Idriss rappelle que l'enjeu n'est pas uniquement stratégique. Il se manifeste dans le rythme d'un quartier, dans le contraste entre le vacarme des avions et leur disparition soudaine. Pour ces lecteurs, la transition se mesure dans l'atmosphère, les infrastructures manquantes, les déplacements et le sentiment d'attente. Ils perçoivent la recomposition non comme une théorie, mais comme un changement tangible de leur environnement proche. Ainsi, le lecteur se situe quelque part entre ces trois perspectives, chacune dévoilant une facette essentielle de la transformation en cours. La transition décrite dans la source demande une structuration méthodique pour éviter que le vide interprétatif ne se transforme en vulnérabilité durable. Afin de comprendre comment les acteurs régionaux pourraient stabiliser cette recomposition, il est utile de traduire les dynamiques évoquées en 4 étapes opérationnelles. D'abord, il faut clarifier les priorités communes. La source insiste sur la volonté d'échapper à des mécanismes perçus comme déséquilibrés. Cette étape exige une définition précise des objectifs partagés. Gestion sécuritaire, cohérence diplomatique, contrôle des ressources. La mesure de succès repose sur la concordance entre annonces officielles et actions observables. Ensuite, il s'agit de gérer le vide interprétatif. Le vide peut être lu comme risque ou comme opportunité. Pour éviter une dégradation de zones sensibles, il faut articuler surveillance, communication cohérente et anticipation des tensions. La stabilité locale devient l'indicateur principal. Si l'atmosphère demeure lisible, la transition est absorbée. Puis, il devient important d'harmoniser les mécanismes de coopération. La source relie explicitement les recompositions actuelles aux trajectoires régionales, notamment à celles évoquées autour d'Ibrahim Traoré, utilisées comme repère pour comprendre le changement d'échelle.
Les signaux à suivre incluent décisions parallèles, alignement tactique et communication conjointe. La cohérence ainsi obtenue sert de test pour valider la formation d'un bloc fonctionnel. Enfin, il faut articuler décision et perception locale. Le récit d'Idriss rappelle que les recompositions ne prennent sens que lorsqu'elles résonnent dans le quotidien. Les autorités doivent donc synchroniser attentes citoyennes, annonces officielles et gestion des services essentiels. L'efficacité se mesure dans la réduction des tensions et dans la capacité à donner une lisibilité stable à la transition. Ainsi, la feuille de route esquissée devient un mécanisme d'équilibrage où coordination régionale, symbolique politique et réalité locale avancent conjointement. Le récit revient au motif initial, le silence qu'Idriss perçoit après le départ des avions. Ce silence, présenté dans la source comme une page blanche sensorielle, devient la métaphore élargie d'un Sahel en transition. Il ne s'agit plus seulement de la disparition d'un dispositif militaire, mais d'un basculement intérieur où un rythme ancien laisse place à un espace encore indéterminé. Ce glissement narratif résonne avec les trajectoires régionales évoquées, en particulier celles associées à Ibrahim Traoré, dont les prises de position rappellent que la souveraineté n'est jamais figée. Elle se réinterprète, se reformule, se redéfinit. Dans ce paysage suspendu, le contraste entre vacarme et calme structure la compréhension de la recomposition. Il montre que les transformations géopolitiques ne s'expriment pas seulement dans les cartes territoriales, mais aussi dans les perceptions sensibles de ceux qui vivent près des bases, des frontières et des couloirs stratégiques. La transition décrite dans la source apparaît alors comme le début d'un récit collectif, plutôt que sa conclusion. Le vide d'hier devient la possibilité de demain. La séquence décrite dans la source se clôt sur un paysage encore mouvant, où décisions étatiques, attentes populaires et repositionnements régionaux coexistent sans se stabiliser pleinement. Plutôt qu'une conclusion ferme, ce moment demande une ouverture, un espace pour observer, comparer, questionner. Les transformations évoquées, fermeture d'un espace, apparition d'un corridor continu, redéfinition des priorités, montrent qu'aucun acteur ne détient seul la grille de lecture définitive. Dans cette perspective, le rôle du lecteur devient central. Suivre les ajustements diplomatiques, décrypter les signaux faibles, comprendre les réactions citoyennes permet d'ancrer la recomposition dans une vigilance partagée. C'est un appel à lire la transition non comme un bloc, mais comme une série d'ondulations qui se répondent.